Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le véhicule noir tourne à gauche, mais il semble mal engagé. Je m'arrête avant la ligne de stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en face de nous, on a un véhicule qui souhaite tourner à gauche sur notre rue. Et il semble qu'il va empiéter sur notre voie. Alors, vous le savez pas encore, parce que vous passez pas encore la conduite. Mais lorsque vous passerez la conduite, votre moniteur vous dira toujours que pour tourner à une intersection, il faut faire un angle droit. Comme ceci. Il ne faut jamais empiéter sur la voie qui est en sens inverse. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant la ligne de stop pour laisser passer ce véhicule. Par mesure de sécurité, même si ce véhicule n'a pas le droit de tourner comme ça. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, il faut que tu vois plusieurs choses. Alors, en face de nous, tu vois bien qu'il y a un train qui passe. On peut reconnaître les feux clignotants, par exemple. Alors, en plus de ça, il y a des véhicules à l'arrêt. À notre droite, on voit une ligne stop. Donc, ici, on est sur une intersection. Donc, il faut que tu saches une chose. C'est que quand la circulation est à l'arrêt, il ne faut jamais bloquer une intersection, quitte à s'arrêter juste devant l'intersection afin de laisser les voitures passer. Donc ici, est-ce que je suis bien placé ? Bah oui, parce que je suis situé juste avant l'intersection. Les voitures qui sont au stop peuvent tourner à gauche, par exemple. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. De jour, les motos sont dans l'obligation de rouler avec les feux. Réponse A, de croisement. Réponse B, de route. Réponse C, de position. Alors, les deux roues motorisées sont dans l'obligation de rouler avec les feux de croisement de jour afin d'être mieux vus par les automobilistes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je dépasse le camion. Réponse B. Le camion peut empiéter sur ma voie. Alors ça, on l'a vu à plusieurs reprises, on sait que les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que ceux des voitures, d'autant plus que les poids lourds sont généralement très longs. Donc ici, effectivement, le camion en tournant peut empiéter sur ma voie. Donc je ne le dépasse pas. La bonne réponse ici est la réponse B.
Question numéro 5. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc, parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation, très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire. Rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 6. Je souhaite aller tout droit. Le véhicule en face souhaite tourner à l'intersection. Réponse A, je m'engage avant qu'il tourne. Réponse B, je le laisse tourner, puis je m'engage. Alors, regardez bien ce qui se passe devant nous. Devant nous, on a un camion qui a ses feux stop allumés. On peut même entrevoir, devant le camion, vous avez sur le côté droit, un bus qui est à l'arrêt, également. Donc la circulation devant nous est à l'arrêt. On se retrouve sur une intersection où en face de nous, on a une voiture qui, elle, veut tourner à droite ou à sa gauche. Si je m'engage tout de suite, avant que la voiture ne tourne, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que je vais bloquer l'intersection. C'est-à-dire que la circulation en face et la circulation dans la voie dans laquelle je suis seront toutes les deux bloquées. Donc c'est interdit de faire ça. On n'a pas le droit de bloquer une intersection, même si le feu est au vert. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête au feu, je laisse passer les véhicules qui veulent tourner, puis lorsque la circulation devant moi repartira, je pourrai m'engager. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. La prise de cannabis augmente la prise de risque ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le temps de réaction ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, la prise de cannabis, comme la prise de beaucoup de drogues, augmente. Donc tout d'abord effectivement la prise de risque et également le temps de réaction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 8. L'ABS permet, réponse A, de réduire la distance de freinage en cas de freinage d'urgence. Réponse B, d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence.
Alors, déjà, l'ABS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ABS, ce sont les initiales pour anti-blocage système. Ou sinon, hein, plus simplement, c'est anti-blocage des roues. Donc, c'est un système qui va éviter que tes roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Alors, pourquoi ce système? Regardez cette petite vidéo. Lorsque vous freinez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'ABS? Vos roues vont se bloquer, ce qui va entraîner, en fait, une perte de la manœuvrabilité du véhicule. Et donc, la voiture elle va partir dans tous les sens parce que vos roues seront bloquées. Qu'est-ce que va apporter l'ABS? L'ABS, ce qu'il va faire lorsque vous allez appuyer à fond sur le frein, c'est que en fait, il y a un système à l'intérieur qui va faire en sorte que les roues ne se bloquent pas. Donc c'est un système qui va agir sur les plaquettes de frein et qui va en fait faire en sorte de bloquer les roues par intermittence, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça va permettre ça? Ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du véhicule et donc une meilleure manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc, l'ABS va permettre d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas réduire la distance de freinage, en aucun cas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. À 3000 mètres, je pourrais prendre la A750. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, effectivement, ce pictogramme indique une bifurcation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autoroute dans laquelle vous êtes va se séparer en deux. Vous pourrez alors prendre dans 3000 mètres soit l'autoroute 75, soit l'autoroute 750. Donc effectivement, dans 3 km, je pourrais prendre la A750. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. En cas de croisement difficile de véhicules de même gabarit sur une chaussée en pente, le véhicule qui doit s'arrêter en premier est: réponse A, le véhicule le plus rapide, réponse B, le véhicule le plus lent, réponse C, le véhicule qui monte, réponse D, le véhicule qui descend. Alors, ici, on va aborder la notion de croisement difficile. Alors, pour résumer, il y aura deux types de croisements difficiles. Vous allez avoir les croisements difficiles sur des rues en pente et les croisements difficiles sur les rues, on va dire, planes. Concernant le croisement difficile dans les rues en pente, vous avez deux cas. Vous avez le cas où c'est deux véhicules de même gabarit et vous avez le cas où ce sont des véhicules de gabarit différents. Et on aura la même chose pour les rues qui sont planes. Donc ça fait 4 grands cas pour les croisements difficiles. Alors, il y en a d'autres, il y a d'autres cas qui sont des cas particuliers. Alors, ici, on se retrouve avec deux véhicules de même gabarit sur une rue en pente. Donc, comment ça se passe? Le véhicule qui descend devra s'arrêter en premier et, s'il le faut, il devra même reculer pour faciliter le passage au véhicule qui monte. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici,
La bonne réponse est la réponse D. Alors, ici, tu vois, on a juste vu même pas un 25e, un quart de la notion de croisement difficile. Sachant que il y a plein d'autres cas particuliers. C'est-à-dire que là, on n'a même pas vu, même pas un dixième, d'accord, de la notion de croisement difficile, qui est une notion importante pour l'examen du code de la route. Donc, je t'incite fortement, si tu ne les connais pas, à aller dans la formation. La formation, elle est là pour ça. Question numéro 11. Je suis le conducteur. Je risque une contravention si un mineur est à bord du véhicule, sans sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une personne majeure est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bon à savoir, si vous êtes le conducteur de la voiture, vous avez la contravention s'il y a des mineurs qui n'ont pas leur ceinture. Par contre, si ce sont des majeurs qui n'ont pas leur ceinture, vous ne recevrez pas de contravention, ce seront les majeurs qui recevront leur contravention. Donc la bonne réponse ici est la réponse A et D. Question numéro 12. J'ai eu raison d'aller sur la voie de droite pour laisser passer la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, en général, si vous roulez sur la voie de gauche et qu'une personne, qu'un véhicule en tout cas, derrière vous vous colle et vous incite à aller sur la voie de droite pour qu'il puisse vous dépasser, alors vous le faites. Alors, ça c'est le cas général. Par contre, ici, regardez ce qui se passe. Ici, on a la voiture grise devant nous, qui est sur une voie d'accélération et qui s'insère dans la voie dans laquelle on va. Donc là, c'est un risque d'accident. Donc ici, je n'ai pas eu raison d'aller sur la voie de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois. Réponse A. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse B. Vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C. Lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire secourir. Donc, on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter, que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route.
On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a deux cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore deux cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 14. Je dépasse ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, avant de savoir si on dépasse ou pas ce poids lourd, il y a plusieurs questions à se poser. Sur quelle route je suis et quelle est la vitesse maximale autorisée sur cette route? Alors ici, comme vous le voyez sur la rive de gauche, on a des lignes de rive pointillées. Donc ici, on est sur une route à double sens. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une route à double sens? La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Or, si on regarde sur le tableau de bord, on voit qu'on est déjà à 80 km/h. Donc, on est déjà à la vitesse maximale autorisée. Donc, je ne dépasse pas ce poids lourd. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15.
Un piéton est présent sur la chaussée. Réponse A, je cède le passage. Réponse B, je place le pied devant le frein. Réponse C, je m'arrête obligatoirement. Alors, ici, regardez, on a un piéton donc sur la chaussée. Par contre, on le voit pas entièrement, on voit pas son visage, on sait pas, on connaît pas ses intentions. Ici, on est quand même dans une situation dangereuse. Cependant, il n'est pas obligatoire de s'arrêter. Tout dépendra de son intention. Hein, si par exemple il se met à courir, oui, là il faudra s'arrêter. Là, je prends juste mes précautions. Je place mon pied devant le frein au cas où, et je lui cède le passage si il se met par exemple à courir inopinément pour traverser la chaussée. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et A. Question numéro 16. Il pleut fortement. Je peux utiliser mes feux de brouillard. Avant, oui réponse A, non réponse B. Arrière, oui réponse C, non réponse D. Alors portez votre attention sur cette réponse parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir quand utiliser les feux de brouillard. Avant, les feux de brouillard arrière. Alors pour ça, il y a un moyen mnémotechnique. À l'époque, on l'utilisait très souvent dans les auto-écoles quand ils inculquaient des cours de code de la route. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est un moyen mnémotechnique très connu des moniteurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer, d'accord, que, vous voyez, que le gâteau BN, hein, vous savez, les gâteaux BN, c'est comme une voiture. D'accord ? Vous considérez que c'est une voiture. Donc, à l'avant, il y a les parents. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à la banque. Ils vont à la banque BNP, à la BNP. Donc, on peut utiliser ces feux de brouillard avant, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Par contre, à l'arrière, il y a qui ? À l'arrière, il y a les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font, les enfants ? Ils mangent des BN. Donc, les feux de brouillard arrière, on peut les utiliser en cas de brouillard et de neige. Pour récapituler, à l'avant, il y a les parents, ils vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Et à l'arrière, il y a les enfants, ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, ici, vu qu'il pleut fortement, je peux utiliser mes feux de brouillard avant, oui, parce que BNP, pluie. Et est-ce que je peux utiliser mes feux de brouillard arrière ? Non, parce que les feux de brouillard arrière, c'est seulement pour le brouillard et la neige. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17.
Je charge mon vélo à l'arrière. Je m'assure que les feux et la plaque d'immatriculation soient visibles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, vos feux et vos plaques d'immatriculation doivent toujours être visibles. Peu importe la situation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Je suis sur autoroute. Je me prépare à dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a plusieurs choses. Remarque tout d'abord que dans le rétro gauche, il n'y a personne. Ensuite, en face de nous, il y a un camion. Et si tu remarques bien, il y a moins de 2 lignes de rive qui nous séparent. Donc, la distance de sécurité n'est pas du tout adaptée. Ensuite, la troisième chose qu'il faut regarder, c'est notre compteur. On roule à 113 km/h. Cependant, comme tu le sais déjà, un camion sur autoroute a une vitesse maximale de 90 km/h. Donc, ici, il y a plus de 13 km/h qui nous séparent entre nous et le camion. Donc, effectivement, on se prépare à dépasser le camion. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 19. Cette moto est autorisée à dépasser la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me décale à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, est-ce que la moto peut dépasser la voiture blanche? Eh bien, non, tout simplement parce que ils sont dans la même voie. Donc, c'est strict. Ce que va faire la moto est strictement interdit. Ensuite, est-ce que je me décale à droite? Bon, dans la vraie vie, en fait, les motos font ça couramment. Hein, vous verrez lorsque vous passerez votre permis de conduire que ça arrive très fréquemment. Donc, en fait, c'est d'usage. C'est interdit, mais c'est d'usage. Donc, ce qu'on fait lorsqu'une moto veut dépasser une voiture, dans ce cas-là, on va se décaler sur notre voie à droite pour respecter une distance, un intervalle de sécurité suffisant entre notre véhicule et la moto. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 20. La prochaine aire d'autoroute est équipée d'une station essence, oui réponse A, non réponse B, d'un hôtel, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme le montre le panneau, tu auras deux choses dans cette aire d'autoroute. Tout d'abord, une station essence ou poste de distribution de carburant et également un débit de boissons. Par contre, il n'y aura pas d'hôtel parce que le panneau d'indication de service qui t'indique qu'il y a un hôtel, c'est celui-ci.
Donc ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura pas d'hôtel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 21. La polyconsommation alcool-médicaments diminue. Réponse A, la vigilance. Réponse B, le temps de réaction. Réponse C, le champ visuel. Alors, la polyconsommation, ça veut dire consommer plusieurs drogues en même temps. Par exemple, des médicaments et de l'alcool. Donc, la polyconsommation va diminuer tout d'abord la vigilance, hein, et également le champ visuel. Par contre, effectivement, il aura un effet sur le temps de réaction, il va augmenter le taux de réaction. Donc, il ne va pas le diminuer. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 22. J'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite supervisée. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Je récupère donc réponse C, 3 points par an, réponse D, 2 points par an. Alors, en général, ce genre de questions vous trouble parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, certes, vous connaissez le code de la route, mais vraiment en surface. Vous ne le connaissez pas de manière précise et approfondie. Alors, la conduite supervisée fait partie des différents types de conduite accompagnée que vous pouvez effectuer. En conduite supervisée, ma période probatoire est de 3 ans, comme un permis normal. Et je récupère donc 2 points par an durant cette période probatoire en conduite supervisée. Alors, il faut que vous compreniez une chose. On parle souvent de conduite accompagnée, mais la conduite accompagnée, en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, vous avez 3 types de conduite accompagnée. Vous avez la conduite accompagnée supervisée, vous avez la conduite accompagnée encadrée, et vous avez l'apprentissage anticipé de la conduite. Effectivement, en apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle conduite accompagnée AAC, c'est sur ce type de conduite accompagnée que votre période probatoire sera de 2 ans et que vous pouvez récupérer 3 points par an. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 23. L'indice le plus important est en zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B. Réponse C, zone C. Alors, regardez bien en zone A, c'est-à-dire le rétroviseur extérieur gauche. Il n'y a rien, il n'y a personne. Sur le rétroviseur intérieur, donc la zone B, pareil, personne à l'horizon. Par contre, en zone C, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un cycliste. Donc ici, l'indice le plus important sera en zone C, ce sera le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 24. Dans cette situation,
Le piéton est prioritaire. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque une amende. Oui, réponse C, non, réponse B. Alors, effectivement, ici, le piéton est prioritaire. Il y a un passage piéton. Si vous refusez la priorité au piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, qui est sanctionné par une contravention de 4e classe, 6 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 25. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique, donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B, tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ un quart d'heure à 30 minutes tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. L'indicateur de vitesse est en panne. Je risque une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, il est interdit de rouler avec un indicateur de vitesse en panne. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. La signalisation motorise le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a certes une ligne blanche. Alors, vous pouvez dépasser un
usager vulnérable, que ce soit un cycliste ou même parfois même un piéton, lorsque vous avez une ligne blanche, seulement si vous chevauchez la ligne blanche. Hein. Il ne faut pas la franchir, il faut la chevaucher. Et bien sûr, ici on est sur route, donc laissez un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc ici, est-ce que la signalisation m'autorise le déplacement du cycliste? La bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Je passe avant le véhicule à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors regarde bien, on va remettre la vidéo. Voyez, depuis le début, et regardez. Là, juste derrière le camion, regardez ce qu'il y aura. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, ça, c'est un panneau de priorité à droite à la prochaine intersection. C'est-à-dire qu'à la prochaine intersection, je devrais laisser la priorité aux véhicules venant de droite. Donc, ici, je n'ai pas la priorité. Je vais devoir céder la priorité, je passerai après le véhicule. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Ce pictogramme est un voyant. Réponse A, de plaquettes de frein. Réponse B, de liquide de freinage. Réponse C, de frein à main. Réponse D, de frein moteur. Bon, encore une fois, c'est une question vraiment très simple, hein, de cours basique. Ça, c'est le pictogramme de plaquettes de frein, tout simplement. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, oui, effectivement, ce sont des usagers vulnérables. Alors, c'est quoi un usager vulnérable ? Un usager vulnérable, c'est un usager de la route qui n'a pas de protection. Alors, concrètement, c'est qui ? C'est les deux roues. Les deux roues qui soient motorisées, c'est-à-dire les scooters et les motos, mais également les cyclistes. Ça peut être aussi ceux qui se déplacent en engin de déplacement personnel, motorisé ou non, c'est-à-dire les trottinettes ou trottinettes électriques. Mais également les piétons. Les piétons sont des usagers de la route vulnérables également. Donc, ici, est-ce que les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Je laisse la priorité aux véhicules rouges à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une propriété privée. Donc, le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée. Alors, le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe, avant le véhicule. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. Le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers signes de somnolence est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 4 à 5, réponse C, 11 à 12. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours qui est souvent posée lors des nouveaux examens du code de la route. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver donc, dans la formation. Et donc, effectivement, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Et le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers risques, les premiers signes de somnolence sont multipliés par 3 ou 4. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite, et notamment ici, le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert ? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie
sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici, vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie de dépassement. Hein? Et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule. Donc, on se rabat dès que possible à droite. Je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que tu n'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que tu n'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je ne sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question... de base, c'est vraiment une notion de base. Et puis c'est bête de pas vouloir te former parce que par exemple nous on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Durant ma période probatoire, le taux d'alcoolémie maximale autorisé est de... Réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse C, 0,5 g par litre de sang. Réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, il faut que tu saches que l'alcoolémie est exprimée en deux unités, en grammes par litre de sang et en milligrammes par litre d'air. Comme le document que je te montre ici et que tu retrouveras dans la formation, pour un permis probatoire, le taux d'alcoolémie maximale autorisé est de 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,1
mg par litre d'air expiré. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 36. Ce panneau m'interdit de me garer du côté pair. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors encore une fois, ça c'est une question de cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les panneaux de stationnement. Alors ici, ce panneau vous interdit de vous garer du 16 au 31 du côté où le panneau est implanté. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. La limitation de vitesse prend effet. Réponse A à 150 mètres. Réponse B à 50 mètres. Le passage piéton se trouve. Réponse C à 150 mètres. Réponse D à 50 mètres. Alors, tu dois savoir que chaque catégorie de panneaux a ses propres débuts, fins et étendues de prescription. Par exemple, les panneaux d'interdiction prennent effet à l'implantation du panneau et prennent fin à la prochaine intersection. Les panneaux de danger, quant à eux, sont ponctuels. Donc, ils annoncent un danger à 150 mètres hors agglomération et à 50 mètres en agglomération. Donc, ici, la limitation de vitesse ne prend effet ni à 150 mètres ni à 50 mètres. Elle prend effet à l'implantation du panneau. Quant au passage piéton, vu qu'on est en hors agglomération, il se trouvera à 150 mètres. Alors, pour tous ceux qui se sont dit, mais comment savoir si on est hors agglomération ou en agglomération? Il y a énormément d'indices qui vous prouvent qu'on est hors agglomération. Pour ceux qui veulent connaître ces indices, je vous incite réellement à aller dans la plateforme pédagogique en description de la vidéo. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 38. Conduire et passer un appel via le Bluetooth est passible d'une contravention de 4e classe. Oui, réponse A, non, réponse B. Multiplie le risque d'accident par 3, réponse C, 5, réponse D. Alors, il n'est pas interdit de passer un appel via le Bluetooth de votre véhicule. Cependant, c'est très déconseillé car vous multipliez le risque d'accident par 3. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors
tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Dans ce contexte, j'allume mes feux de réponse A, route, réponse B, brouillard. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors ici, donc on est sur une route à chaussée séparée et on a une présence de brouillard. Donc ici, on va pas allumer les feux de route. Ici, il faut allumer ces feux de brouillard. Concernant la vitesse maximale autorisée, normalement, sur une route à chaussée séparée, on est à une vitesse maximale autorisée de 100 km/h, comme le montre le document des vitesses maximales obligatoires. Cependant, ici, on a une visibilité qui est inférieure à 50 mètres. Donc ici, on va devoir rouler à 50 km/h maximum. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 40. L'appel Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ça peut paraître contradictoire, mais le Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille n'est pas interdit. Par contre, il faut que vous sachiez que téléphoner au volant, même sans port de dispositif audio à l'oreille, ça va multiplier votre risque d'accident. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.